Comme les rayons solaires frappent la Terre de manière perpendiculaire à la surface dans les régions équatoriales, il fait plus chaud, et dans les régions polaires, comme le soleil est rasant, il y fait plus froid. Donc ils avaient compris ça, et c'était la première idée qu'on avait du climat. Des régions très chaudes, s'appelait torrides, même réputées éventuellement près de l'équateur, où personne, très peu d'occidentaux avaient été réputés éventuellement invivables. Et puis les régions polaires, qui étaient des régions très froides, étaient réputées invivables aussi. Et puis entre les deux, il y avait la partie du monde qui était connue à l'époque, et on imaginait que de l'autre côté de l'équateur, il y avait certainement une autre partie du monde identique, avec un climat modéré, et des gens qu'on ne connaissait pas encore. Donc ça, c'était la vision très ancienne du climat. On sait que le climat dépend maintenant qu'il dépend de beaucoup de facteurs, et on a défini ce qu'on appelle un système climatique. Ce système climatique, il est représenté dans tous les livres qui parlent de changement climatique. Ça, c'est un diagramme qui est à l'écran, qui doit être sur le diaporama, qui est en introduction d'un des rapports du GIEC récent, je crois que c'est celui de 2007. Il y en a dans tous les rapports sur le changement climatique, commence généralement par un schéma de ce type. Donc on voit qu'il y en a plusieurs milieux qui participent à ce système climatique, l'atmosphère, les océans, mais aussi la surface des continents, et les grands glaciers, et puis à la surface des continents, on a bien sûr de la végétation, on a aussi dans l'océan, et ce qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire toute cette composante vivante du système environnemental. C'est une composante à titre entière, hein, c'est une des partenaires importants de ce système climatique, une des composantes importantes de ce système climatique. On a les rivières, on a toute une série de composantes. Alors ces composantes sont très diverses, elles fonctionnent à des échelles de temps qui peuvent être assez variées. L'atmosphère est le système qui est le plus rapide, l'atmosphère se mélange en quelques semaines dans un hémisphère donné, en quelques mois si on prend les deux hémisphères ensemble. L'océan est beaucoup plus lent, l'océan va 100 fois plus lentement à peu près, mais transporte des quantités beaucoup plus considérables d'énergie, de carbone, donc c'est un système très, très différent. Donc tout ce système-là va fonctionner de manière un petit peu hétérogène, et c'est un système on appelle maintenant le système climatique, et la meilleure définition du climat, c'est à partir du fonctionnement de ce système. Donc, ce qu'on appelle le climat, c'est la statistique. Alors quand on dit la statistique, ce n'est pas nécessairement les moyennes, ça peut être par exemple la fréquence d'événements rares, ça fait partie des descriptions statistiques du climat. C'est donc les statistiques de ce système. On peut aussi appeler le système environnemental, tous ces éléments, ce qui les rassemble, c'est le fait qu'ils sont près de la surface terrestre où on habite. Et donc ça, c'est le système climatique. Alors, ces statistiques, on les considère sur des échelles de plusieurs décennies, généralement. C'est la définition la plus habituelle du climat. Bien sûr, on peut être amené à faire des statistiques sur des périodes beaucoup plus longues, mais la définition du climat, c'est au moins des échelles, plus généralement, des échelles de quelques décennies. Alors, cette définition du climat, elle est souvent vue par les gens dans la rue comme quelque chose de moins réel que la définition du temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, il pleut, il ne pleut pas, on comprend ce que c'est. Les statistiques climatiques, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais c'est quelque chose, en fait, d'extrêmement concret. Le climat, c'est ce qui détermine comment on fabrique on développe des infrastructures, comment on construit des habitations, quel type de toit, comment on développe un certain type d'agriculture. C'est tous ces facteurs qui permettent d'asseoir le développement à moyen terme d'une ville, d'un territoire. Et donc c'est extrêmement concret. Et c'est concret d'une manière qui peut être curieuse. Si on a un risque, beaucoup de pays ici qui sont représentés sont soumis à cela, un risque de tempête très importante, ce risque peut ne pas se manifester sur la période de 20-30 ans sur laquelle on considère la définition du climat. Mais c'est un risque, et à ce titre, ça fait partie du climat de la planète, et de la région considérée. Donc cette notion de climat, il faut bien la comprendre, elle est absolument fondamentale dans ce qui va suivre. Alors, ce dont on s'est rendu compte depuis quelques années, c'est qu'on vit une époque de transition rapide. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire du climat, justement, à très longue échelle de temps.
On sait qu'en gros, on a eu un climat plus chaud il y a 100 millions d'années, que ce climat s'est refroidi en grande partie parce que le CO2 qui était utilisé pour fabriquer des matériaux vivants, puis ensuite enfoui sous forme de charbon ou de pétrole, a disparu un peu de l'atmosphère. Donc le système climatique s'est refroidi. Et à partir d'un certain moment, il y a 2 millions d'années, il est rentré dans des oscillations entre climat glaciaire et climat interglaciaire, dont je ne vais pas parler. Ce que je vais montrer, c'est ce qui est en train de se passer par rapport à une période unique, qui est la plus proche de nous, qui est de 10 000 ans. Et j'ai choisi ces diagrammes qui sont aussi issus d'un rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est un groupe dont on pourra reparler peut-être au niveau des questions, mais qui a pour but de faire des rapports. Il ne fait pas de science, il fait des rapports sur la science. Et ces rapports sont lus, relus, commentés, critiqués, jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau de consensus assez large. Donc ce sont des rapports, et donc, ils contiennent aussi des schémas qui ont été vus et revus, et qui sont souvent très, très denses au point de vue d'information. Alors ici, vous avez la teneur atmosphérique en plusieurs gaz sur 10 000 ans. Donc ça, c'est le CO2. Alors on sait mesurer ça à partir des petites bulles d'air qu'on a dans les glaces. Vous avez le méthane, et puis vous avez en bas N2O. Ce que vous voyez, c'est que sur 10 000 ans, la composition atmosphérique de ces gaz a très peu changé. Très peu changé. Ça veut dire un équilibre presque miraculeux de cette période, qui est une période chaude, la période chaude dans laquelle se sont développées nos civilisations. Avant, on avait eu une période froide. Là, vous voyez que le niveau de CO2 est resté égal à 270 parties par million à peu près, pendant toute cette période. Il y a 20 000 ans, il était à 170, c'était la période glaciaire. Et maintenant, en très peu de temps, ce qu'on voit, c'est qu'il est passé à 400. Donc ce que l'on est en train de faire, nous, c'est de faire ce changement-là, qui est brutal. Et ce changement brutal, c'est quelque chose qui est nouveau, non pas par rapport à l'histoire de la planète, mais par rapport à l'histoire de l'humanité depuis l'accès aux grandes civilisations. Toutes nos grandes civilisations se sont développées dans cette période relativement stable, donc il est en train de créer une rupture brutale par rapport à cette période très stable. Alors ça, c'est des choses qui ont été découvertes assez récemment. Et vous pouvez avoir un aperçu ici en regardant ces petits graphiques. Alors, je l'ai montré pour le CO2, je ne vais pas le montrer pour le méthane ou le N2O. Ce qu'on sait aussi maintenant, grâce aux études des climats du passé, c'est que chaque fois que le climat change de manière brutale, N2O, le méthane, le dioxyde de carbone change aussi. Si sont restés stables, c'est que le climat, en gros, est resté stable sur cette période de temps. Il y a des choses qui ne sont pas vraies sur le Sahara, par exemple, on a eu une transition forte il y a 5000 ans. Globalement, le climat reste stable. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le changement de niveau de CO2, il est en fait, quand on regarde ce petit agrandi qui est de 200 ans, il est surtout brutal à partir des années 50. C'est à partir des années 50 que les choses augmentent brutalement. Donc on est face à quelque chose, quand on dit ça a changé depuis le début de l'ère industrielle, non, c'est pas vrai, ça a changé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, surtout, et ça continue de changer maintenant. Moi je l'ai dit, ça fait maintenant quelques années. Alors ça c'était pour avoir une référence, justement, j'avais dit que j'en parlerai peu, c'est les oscillations glaciaires interglaciaires. Donc vous avez 400 000 ans ici, et vous voyez que là ce que j'ai montré c'est cette dernière partie, et on a à la fois les températures, le CO2, le méthane, qui varient à peu près ensemble, dans un mode où c'est des oscillations astronomiques qui font changer les températures, qui elles-mêmes font changer le CO2 et le méthane, il faut le voir plutôt comme ça, mais ces changements de CO2 et de méthane phasent les deux hémisphères l'un avec l'autre, donc c'est un système solidaire, où tout change ensemble, et ce qu'on peut voir, c'est que nous, on est dans cette période chaude ici depuis 10 000 ans, et c'est là qu'il faut considérer ce qui se passe. Alors, vous avez ici un chronogramme que j'ai obtenu en mettant côte à côte deux diagrammes que j'ai beaucoup utilisés dans mes cours, et même pour le premier dans un livre. Et donc ce que vous avez ici, c'est des émissions de CO2 mesurées en gigatonnes, c'est-à-dire des milliards de tonnes de carbone, GTC, milliards de tonnes de carbone,
Et ces milliards de tonnes de carbone ne sont pas des éléments cumulatifs, c'est des choses année après année. Donc par exemple, je suis né en 56, on était à 1 ou 2 milliards de tonnes de carbone. Je dis que j'ai commencé mon travail scientifique en 78, on était dans les alentours de 3 milliards de tonnes de carbone, 3-4 milliards de tonnes de carbone, c'est-à-dire le seuil qu'on aurait dû ne pas dépasser, celui où on aurait voulu pendant longtemps revenir. Maintenant, c'est un peu tard, il faudra revenir plus bas. Et ce seuil-là, vous voyez que maintenant, on l'a multiplié par 3. C'est-à-dire que les émissions de CO2, depuis l'époque qui me paraît pas si lointaine où j'ai commencé mon travail scientifique, ont été multipliées par à peu près 3. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement rapide. Et ce qui s'est produit, c'est aussi une sorte de transfert. Il y a une sorte, on sait que sur cette période-là, on a une augmentation de démographie, surtout dans des pays du Sud, dont certains qui sont les vôtres. Et ces pays, cette augmentation récente est très largement une espèce d'effet décalé de la démographie. Dans la période des 30 Glorieuses, c'est surtout les pays d'Europe et d'Amérique du Nord qui ont émis peut-être 15 ou 20% de la population qui a participé à ces émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est une partie beaucoup plus grande de l'humanité qui émet des gaz à effet de serre. Alors ces gaz à effet de serre, là ici on représente le CO2, c'est la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Il y a d'autres gaz à effet de serre, certains qui sont liés à l'agriculture. J'ai montré tout à l'heure le méthane, N2O. Mais le CO2 représente plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est un gaz très important dont on voit qu'il continue d'augmenter fortement aujourd'hui. Donc on est dans cette phase de transition rapide. Cette phase de transition rapide, malgré les tentatives d'accord, et la prochaine est à Paris en fin d'année, elle a une conséquence forte, c'est que les changements sont maintenant discernables, on va y revenir, et que ces changements discernables posent un deuxième problème. Il y a comment diminuer ces émissions pour essayer de se protéger des conséquences, mais aussi comment s'adapter aux conséquences qu'on ne pourra pas éviter. On sait qu'il y a beaucoup de conséquences qu'on ne pourra pas éviter dans le futur. Alors, je voulais juste dire aussi qu'il y a une manière maintenant de calculer un petit peu les choses qui est devenue populaire, qui consiste à se dire le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère. Le CO2 reste en fait... donc le diagramme n'est pas facile à lire, je vais surtout faire un commentaire. Il est là pour me rappeler que je dois parler de ça. Le CO2 reste une centaine d'années. Ça veut dire qu'au bout de 100 ans, la moitié du CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère est toujours là. La nature du danger climatique était d'abord liée à ça. C'est-à-dire quand on a pris conscience, et ça c'est une prise de conscience qui vient des années 50 d'abord, qui a été vérifiée ensuite, que le CO2 pouvait rester très longtemps dans l'atmosphère parce que l'océan ne le reprend que lentement, parce que la végétation continentale n'en recycle qu'une partie, et c'était bien parce que ça a un impact sur cette végétation continentale et sur ces océans. Bien, ce CO2 qui reste de l'ordre du siècle dans l'atmosphère, il s'y cumule. Et donc, quand on essaie de se fixer des objectifs, par exemple de stabilisation à 2 degrés, puisqu'on en parle aujourd'hui, ces objectifs dépendent de ce cumul. Donc il y a une sorte d'incapacité à revenir en arrière qui fait qu'au fur et à mesure qu'on met du CO2 dans l'atmosphère, on consomme un petit peu de la quantité à laquelle on a droit. Et ce que montrent ces graphiques, c'est qu'on a déjà consommé une partie assez importante, peut-être 60%, de ce à quoi on a droit si on veut vraiment stabiliser le système. Donc c'est un système qui impose d'abord, enfin il y a deux choses pour lesquelles, trois choses même, pour lesquelles cette durée du CO2 atmosphérique est très importante. La première, c'est parce qu'on est d'une certaine manière tous solidaires, le CO2 se mélange à l'échelle de la planète. La deuxième, parce que, effectivement, ça rend le système en partie prévisible. On dit toujours pourquoi est-ce qu'on est capable de prévoir des choses sur le climat dans 100 ans alors qu'on ne sait pas dire le temps qu'il fera dans 10 jours. C'est des choses différentes. On sait que le CO2 augmente, on sait que ça va provoquer des choses qu'on ne sera pas capable de prévoir dans le détail, mais on sait qu'il y a une histoire du climat futur qui sera différente à cause de cela. Et donc, en fait, ça détermine beaucoup nos stratégies
pour le futur. Donc on reviendra sur ce problème du CO2 qui reste longtemps dans l'atmosphère. Ça crée un peu ce qu'on appelle l'urgence climatique, le fait qu'il faut vraiment réduire dès maintenant les émissions de gaz à effet de serre. Alors le CO2, je l'ai dit, est émis dans l'atmosphère, mais il y en a une partie qui est reprise par la végétation et par l'océan. En gros, ce qui est repris de manière rapide par la végétation et les océans, c'est la moitié. Donc les émissions actuellement, elles sont deux origines. Les émissions de CO2, on ne s'intéresse pas aux autres gaz à effet de serre, mais j'y reviendrai rapidement. Les émissions de CO2, c'est de l'ordre de, j'ai dit 10 milliards de millions alors, les unités changent, les anglo-saxons aiment bien soit les gigatonnes, soit les pétagrammes. Je rappelle que l'unité internationale, c'est le kilogramme, qui n'est jamais utilisé. Voilà, donc moi je préfère les tonnes, d'une certaine manière. Donc c'est des tonnes de carbone, c'est toujours la même chose, tout ça est synonyme. Des tonnes de carbone par année. Donc je disais tout à l'heure qu'on était arrivé à 10. Ça, c'est des moyennes sur les 10 dernières années. On n'est pas tout à fait à ça, on est autour de 8. Sur les années, en fait, 80, les années 2000-2010, hein, c'est un petit peu dans le passé. Donc on n'était pas encore tout à fait sur ces... et il faut ajouter à ça la partie liée à la déforestation. La déforestation, c'est une partie qui grandit moins. Bon, on grandit moins parce qu'on a déjà coupé beaucoup d'arbres, mais qui est pas du tout négligeable, qui est de l'ordre d'un milliard, un milliard et demi ou 2 milliards de tonnes de carbone par an. Alors, ce CO2, ben, il y a la moitié qui reste dans l'atmosphère à peu près, un quart qui est pris par la végétation, un quart qui est pris dans l'océan. On s'est rendu compte dans un passé finalement assez récent que le quart qui est pris par l'océan pose des problèmes majeurs pour les récifs coralliens, il acidifie les océans, et conjugué à la température de l'océan provoque des problèmes dans les récifs coralliens. De même, on s'est rendu compte que finalement le problème de la végétation est beaucoup plus compliqué que l'on ne pense. Vous voyez ici qu'une lecture un tout petit peu simpliste des choses, même très simpliste des choses, c'est-à-dire finalement on déforeste ici 1 milliard de tonnes de carbone, mais la végétation reprend une partie du CO2 qui est liée à la combustion du charbon, du pétrole, etc. Et donc elle repousse. Donc finalement, de quoi se plaint la végétation? Elle regagne. Sauf qu'on le verra, ce n'est pas les mêmes endroits où se passe la déforestation, où se passe aussi ici une partie de difficulté à vivre de la végétation dans un climat plus chaud. C'est surtout dans les hautes latitudes en fait, que la forêt repousse et reprend du CO2. Donc il y a un changement en fait, géopolitique, un changement de distribution de la végétation qui est très important et qu'on ne voit pas derrière ces chiffres globaux. Et donc tout ça est lié très fortement aussi au problème de biodiversité, au problème de maintien de cette biodiversité, d'alimentation, de maintien de certaines espèces clés, etc. Voilà, alors là j'ai résumé les choses très largement. Je ne vais pas montrer ce diagramme très en détail, mais je voudrais juste... Je le montre souvent, je me sens légitime pour le montrer, il est très compliqué, on pourrait y passer une demi-heure, on ne va pas le faire, parce qu'il est dans le rapport pour les décideurs du GIEC. Donc dit le rapport du GIEC, c'est quelque chose qui est destiné à tout le monde. Bon, c'est quand même pas facile à lire. C'est pas facile à lire, c'est pour ça qu'on a besoin un petit peu de vulgarisation autour de ces rapports. Et là, on a distingué 3 types de polluants, si vous voulez. Les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce qui les caractérise, c'est qu'ils agissent sur le bilan radiatif de la planète, on va y revenir. Ils restent longtemps, donc ils se cumulent dans l'atmosphère sur de longues périodes de temps. Ils restent longtemps parce qu'ils n'ont pas une chimie très active, et comme ils n'ont pas une chimie très active, ils ne sont pas non plus très toxiques. Et que le CO2, si on n'en met pas vraiment des quantités colossales, comme il y a pu y avoir avec certains rejets à un moment dans un lac en Afrique, c'est des choses qui ne sont pas dangereuses pour la santé. Par contre, il y a aussi des polluants, c'est souvent les mêmes qui sont émis quand on brûle du charbon, des polluants soufrés, des polluants, qui sont dangereux, la formation d'ozone aussi associée à la fois aux gaz à effet de serre et aux polluants de courte durée de vie, qui sont vraiment dangereux, toxiques, d'autant plus toxiques qu'ils ont une chimie très réactive, très active donc sur les poumons, les bronches, etc. Et associé à ces polluants-là, il y a aussi des poussières. Les poussières ont tendance à refroidir le système climatique, et elles ont aussi tendance à affecter les problèmes de santé de manière importante. Donc il y a différentes choses qui sont envoyées dans l'atmosphère. On ne peut pas se limiter
au-delà, et c'est toujours le problème qu'on a par rapport à ces enjeux de changement climatique, il y a une description simple de ce qui se passe. Quand on passe à l'action, on est obligé de rentrer dans un certain nombre de complexités. Si on veut vraiment négocier sur qui émet quoi, on est obligé de rentrer dans cette liste-là. Si on veut prendre des mesures adaptées, quand il y a des pics de pollution, on est obligé de rentrer dans ce qui se passe ici. Si on veut savoir. Donc il y a un niveau de complexité qui est inhérent à tout cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que la pollution urbaine, par exemple, la pollution qui est dommageable pour la santé, ça a souvent les mêmes causes que les gaz à effet de serre, mais ça n'a pas nécessairement les mêmes conséquences. Il faut quand même dire les mêmes causes, c'est les voitures, c'est les usines, mais ce n'est pas les mêmes conséquences du tout. Il faut faire attention à ne pas les confondre systématiquement. Voilà. Alors, maintenant, les gaz à effet de serre, pourquoi est-ce qu'ils agissent sur le système climatique? L'image très simple qu'on donne, c'est celle d'une vitre qu'on pose, par exemple la vitre d'une voiture. Si vous laissez votre voiture au soleil, au bout de quelques heures, il fera très chaud dedans. Pourquoi? Parce que le rayonnement solaire traverse la vitre et chauffe les coussins. Les coussins émettent un rayonnement infrarouge qui, lui, ne traverse pas la vitre, qui reste piégé dans l'habitacle. Bon, c'est un petit peu ce qui se passe avec les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, il y en a qui sont naturels, qui sont là depuis très longtemps. Le CO2 fait partie des gaz naturels, qui étaient même présents, je l'ai dit, de manière beaucoup plus importante au début de l'histoire de la planète, mais aussi la vapeur d'eau. Et puis il y a les nuages. Les nuages, ce n'est pas des gaz, c'est des petites particules, mais qui ont un effet de serre. Et tout ça fait un effet qui est un effet de serre naturel qu'on peut chiffrer à 150 watts par mètre carré. C'est quelque chose d'énorme, et sans cet effet de serre naturel, la planète serait de l'ordre de 30 à 35 degrés plus froide. Ce serait une planète non vivable. Donc l'effet de serre, en tant que tel, c'est bénéfique. Alors ce qui se passe, c'est que tous nos systèmes naturels se sont équilibrés avec cet effet de serre, et la manière dont on le perturbe est quelque chose qui est absolument non négligeable. Alors aujourd'hui, bon, là vous avez les gaz à effet de serre avec ce qui représente donc le CO2, le méthane, N2O, l'ozone qui est un gaz à effet de serre un petit peu indirect, qui n'est pas directement émis par les activités humaines, les fréons, les CFC ou HCFC. Donc ces composés-là représentent un forçage, je l'avais ici, c'est avec des variations qu'on mesure en watts par mètre carré, qui a augmenté régulièrement. On est peut-être maintenant à un forçage radiatif qui est de l'ordre de 2 watts et demi, maintenant, qui peut paraître très faible comparé à cet effet naturel. Mais en fait, c'est très faible, mais ça perturbe un équilibre, qui est un équilibre, par exemple pour nous, dans les 10 000 dernières années, qui s'est établi de manière très fine. Et cette perturbation, on peut la chiffrer. On a une température qui est de l'ordre de 300 Kelvin. On la perturbe par quelque chose qui est de l'ordre de quelques pourcents du cycle d'énergie. Ça va faire quelques degrés. Et quelques degrés, c'est énorme. Quand on regarde ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, c'est 5 degrés. Donc quelques degrés de réchauffement, c'est quelque chose, c'est une transition énorme. Les fluctuations climatiques naturelles au cours des 10 000 dernières années dont j'ai parlé, elles sont de l'ordre du dixième de degré, quand on les regarde en moyennant sur un hémisphère. Donc, ce qui a été découvert très tôt, en fait, dans les années 70-80, c'est que l'amplitude possible des conséquences de ces gaz à effet de serre, c'était quelque chose qui était d'un ordre de grandeur, à terme, plus grand que les variabilités naturelles du climat auxquelles on est confronté depuis qu'on a les grandes civilisations. Alors ça, c'est ce qui a déterminé ce qu'on appelait la phase d'alerte sur les changements climatiques. Cette phase d'alerte, il y a toujours des critiques, mais enfin, et ces critiques sont aussi très liées à l'aversion au risque qu'on peut avoir. C'est-à-dire que bon, si vous avez dans votre voiture un bruit bizarre au niveau de la direction, vous n'avez peut-être pas la preuve que quelque chose va mal dans la voiture. La plupart des gens ont envie d'aller savoir ce qui se passe. Bon, il y a toujours des gens qui s'en fichent. Donc on a un petit peu ce type de réaction face aux problèmes climatiques aussi. Il y a un moment où la notion de risque n'est pas partagée de manière égale, et c'est quand même on est ramené à cela. Alors, nous, des scientifiques pensent qu'on est face à un problème où le risque est suffisamment étayé, suffisamment fort,
pour qu'on ne puisse pas l'ignorer, pour qu'on ne puisse pas s'y soustraire. Alors, là, le problème, c'est d'arriver à le caractériser, et pour le caractériser, il faut se projeter dans le futur. Et pour projeter dans le futur, ben, il n'y a pas 36 manières, il faut essayer de faire des calculs physiques. Et ces calculs physiques passent par des modèles. Alors, c'est quoi un modèle? Je ne vais pas en parler trop longtemps, c'est mon métier, c'est avec ça que j'ai fait toutes mes recherches. Un modèle, c'est une tentative de reproduire le réel pour le conceptualiser. Ce n'est pas une copie du réel, mais c'est une conceptualisation du monde réel qui permet de réfléchir, de formuler des hypothèses, de formuler, en l'occurrence, des politiques. Et cette conceptualisation, pour nous, elle se base sur des lois physiques. Les lois physiques qu'on utilise sont des lois qui, relèvent, au premier ordre, d'une physique un petit peu ancienne. Je ne dirais pas 19e siècle, mais peut-être première partie du 20e siècle, la thermodynamique, alors thermodynamique quantique quand même, quand on regarde les problèmes liés à l'absorption du rayonnement, de la dynamique des fluides, de l'atmosphère, l'océan transporte la chaleur d'un point à l'autre du globe, et c'est ce genre de choses qu'on va essayer de représenter. Alors, on a des équations pour cela. Je montre très souvent, alors je vais sauter à la transparence, je vais revenir en arrière, je montre très souvent c'est transparent pour montrer au moins une équation. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas la commenter, mais issu de mon cours à l'école polytechnique, c'est une équation dite de Navier-Stokes qui décrit le mouvement de l'atmosphère. Et vous voyez, montrer les dates ici. Navier, premier professeur de mécanique, un des premiers professeurs de mécanique à l'école polytechnique, c'est la fin du 18e et le début du 19e siècle. Stokes, c'est le 19e siècle essentiellement. Donc l'équation, elle n'est pas toute jeune. L'équation, c'est une équation ancienne, c'est les principes physiques qu'on connaît. Ce qui a manqué pendant très longtemps, c'est la capacité d'outils de calcul pour mettre en jeu ces équations. Mais ces équations nous permettent de décrire ce que fait un fluide sur une sphère qui tourne, qui est chauffée par le soleil, et puis on arrive à décrire assez bien, en fait, des écoulements qui ressemblent très fortement à ceux que l'on a sur la planète Terre. Et les modèles que l'on a, les planètes qu'on a pu développer, sont des planètes qui représentent maintenant qui sont des planètes, disons, voisines, cousines, très fortement de la planète réelle. Donc on les utilise pour faire des travaux de tests. Alors on ne prétend pas faire des prévisions exactes, mais on prétend déterminer au mieux les risques qui peuvent se produire si on émet des gaz à effet de serre. Alors, moi j'ai parlé de l'IPSL, on a parlé de l'IPSL dont je suis directeur. L'IPSL, c'est en région parisienne un réseau de 9 laboratoires maintenant, c'est-à-dire un peu plus de 1000 personnes en région parisienne, qui travaillent sur le système climatique comme un tout. Là-dedans, il y a des laboratoires atmosphériques, des laboratoires océaniques, des laboratoires plus basés sur l'étude des cycles du carbone, des grands cycles biogéochimiques. Et tout ça, tous ces laboratoires coopèrent pour des moyens de modélisation et des moyens d'observation. Moyen de modélisation, on a un modèle, on coupe toutes les composantes du système climatique pour avoir un modèle qu'on appelle du système Terre. C'est le travail d'une centaine de personnes pendant 10 ans. C'est quelque chose, c'est 1 million de lignes de code, c'est quelque chose qui est très important et qui prend du temps. C'est aussi un travail qu'on fait au niveau international. Et au niveau international, on a une vingtaine d'instituts qui font ce même type de travail, et on a des protocoles pour que les modèles puissent être utilisés. On les fige en fait tous les 5 ou 6 ans, les modèles, et on fait avec une version du modèle qu'on a figé, donc c'est-à-dire une représentation des nuages, des cycles du carbone, etc. Enfin, chacun s'y prend au mieux, et puis on fige tout ça, et les modèles, on les compare dans la capacité à reproduire les évolutions du climat au XXe siècle, des climats plus anciens, à reproduire des processus clés, et puis ensuite, on les projette dans le futur. Donc, toutes ces données existent, toutes ces données sont partagées. C'est un système très compétitif, en fait, entre instituts. Ça a même été fait au départ par des grands instituts, je veux dire, plutôt anglo-saxons, qui pensaient démontrer très vite que leur modèle était meilleur. En fait, ça n'a pas été le cas, et on a toujours ce panel d'une vingtaine de modèles qui cohabitent, et pour lesquels on essaie de regarder en quoi ils sont semblables, en quoi ils sont différents, et ça nous permet de savoir ce qui est prévisible et ce qui l'est moins. Alors, on a utilisé ces modèles pour essayer de se projeter en utilisant des scénarios, et le GIEC nous a proposé des scénarios qui étaient basés sur de l'analyse de sciences
socio-économiques. Donc il y a la liste de ce qu'on appelle les climate drivers. Les climate drivers, c'est d'abord la démographie, mais c'est aussi des facteurs économiques. Donc on est plus ou moins sujet à la vie des actionnaires, mais quand même aussi aux problématiques environnementales, selon qu'on a une économie plus ou moins globalisée, plus ou moins régionalisée, et puis aussi sensible aux technologies, en particulier aux technologies de type énergétique. Et en fonction de ça, ça a été fait pour tous les gaz, là c'est fait pour le CO2, le GIEC avait fait une certaine typologie des émissions possibles des gaz à effet de serre. Il n'y a pas de pourcentage de chance associé à ça, il n'y a pas de probabilité. Vous avez un scénario, c'est des scénarios possibles qui balayent un peu l'espace des possibles. Vous avez un scénario optimiste en vert, les émissions montées à presque 9 milliards de tonnes de carbone en 2040, 50, et puis redécroisser vers le niveau de 6 ou 7 milliards de tonnes de carbone en fin de siècle. Ce n'était pas suffisant, il faut diminuer beaucoup plus si on veut stabiliser le climat, donc c'était déjà quelque chose qui laissait le climat croître. Et puis il y avait des scénarios plus violents, on multipliait les émissions. Il y en a un qui s'appelle FI, fossile intensive. On brûle du charbon, du pétrole, et on met beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Donc des scénarios très variés. Ces scénarios très variés permettent de calculer une concentration atmosphérique en CO2 et pour les autres, aussi une concentration atmosphérique pour les autres gaz. Et à partir de ça, le GIEC a permis, dans les rapports 2001 et 2007, il y a des rapports tous les 5-6 ans, de faire une espèce d'estimation de ce que pourrait être le réchauffement de la planète au mieux d'ensemble des modèles disponibles. Alors, vous avez ici la espèce de fourchette qui va de 2 degrés à peu près. Alors, 2 degrés, c'est pour le scénario le plus conservateur, celui où vraiment on revient à 7 milliards de tonnes de carbone en fin de siècle. On a déjà, en fait, été très au-delà de ce scénario. Il est peu probable. Et aussi, il implique que les modèles, c'est souvent les nuages qui sont la partie un petit peu mal connue, soient peu sensibles aux émissions de CO2. Et puis, donc c'est très faible chance de rester sous les 2 degrés. Et au contraire, une chance très forte d'arriver à des niveaux beaucoup plus élevés, qui sont des réchauffements de plusieurs degrés. Et donc, dès le milieu du siècle, on devrait commencer à voir les choses. Il faut faire très attention, ce diagramme le montre bien, à ne pas confondre le réchauffement tel qu'on le craint avec le réchauffement tel qu'on le voit aujourd'hui. Le réchauffement tel qu'on le voit aujourd'hui, maintenant on commence à voir des symptômes précis qui fait que ça change, ce sont des symptômes. L'Institut Pasteur, j'imagine, beaucoup sont habitués à cette notion de symptômes avant que la maladie se déclare complètement. Il y a un film qui s'appelait 37,5 degrés le matin. Je dirais qu'au niveau du climat, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on voit les premiers symptômes. On les voit clairement. Mais c'est des symptômes qui ne peuvent être mesurés que par des scientifiques. Si on laisse les gens élaborer un petit peu sur ce qu'ils voient, ils disent beaucoup de bêtises, parce que le souvenir qu'on a des choses est souvent un peu biaisé. Mais ce sont les symptômes qu'on commence à voir. Ce qui nous inquiète, ce n'est pas les symptômes en eux-mêmes, c'est ce qu'ils représentent pour le futur. Et ce qu'ils annoncent pour le futur. Et ça, c'est très difficile à faire passer comme idée. On a énormément de mal avec cela. Les médias ne conçoivent pas que des calculs scientifiques puissent dire quelque chose sur le futur. Donc, tout ce qu'on peut faire comme calcul n'existe pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut montrer en image et qui se passe maintenant. Et ça, ben, ça fait plus ou moins... Donc, on va chercher les événements les plus extrêmes, ceux qui font le plus peur. Et c'est un petit peu une spirale qui, à mon avis, n'est pas tout à fait convaincante pour le grand public à ce niveau-là. Alors, ce qui a été fait récemment, c'est de se dire, dans le dernier rapport du GIEC, c'est de se dire, voilà, on est dans un système où, finalement, on voit bien que les scénarios qu'on a construits à partir de ce qui pourrait être des évolutions spontanées du système socio-économique pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre ne convergent pas. Donc il faudra des politiques vraiment actives. Alors il y a eu des tentatives déjà depuis le protocole de Kyoto, déjà depuis presque une quinzaine d'années. Et on peut essayer de dimensionner ce que c'est qu'une politique active. Alors, la négociation a retenu ce seuil de 2 degrés, qui est un seuil qui a sa valeur. Hein, c'est un seuil, c'est pas un vrai seuil au sens où plus on réchauffe, plus on a des conséquences importantes. Mais c'est comme le seuil des 110
km/h sur une route. Hein, c'est le seuil qui a été décidé collectivement au niveau des pays. Alors qu'est-ce qu'il représente? Vous avez ici, on peut prendre ça à l'envers. Vous avez ici quelques scénarios qu'on peut mesurer en température. Donc vous avez ici les températures telles qu'elles augmentent actuellement. Et puis bon, vous allez stabiliser au niveau de la courbe bleu clair, la courbe rouge sont des choses qui vont continuer à augmenter ensuite au XXIe siècle. Là, on va jusqu'en 2100. On peut calculer en fait ce que ça veut dire en termes d'émissions de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. Il faut en gros les stabiliser d'ici la fin du siècle. Et donc on peut calculer ensuite ce que ça veut dire en termes d'émissions de ces gaz. Et là, vous voyez cette courbe bleue, foncée, qui nous dit, ça c'est pour d'autres modèles, mais d'autres modèles sont cohérents, il faudrait arriver à diminuer en 2050 les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70%, et à être en fin de siècle dans un système où on n'émet plus de gaz à effet de serre, on atteint ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on reprend à l'atmosphère autant de CO2 ou de gaz à effet de serre en général que ce qu'on émet. Cette phase de neutralité carbone, à la fin, elle dépend de technologies qui ne sont pas encore là. Donc, le rapport 3 du groupe GIEC, qui est un petit peu à l'initiative et à l'analyse de ces scénarios, qui s'intéresse vraiment à comment on peut faire des scénarios énergétiques, a beaucoup fonctionné par acronyme. Il y a à mon avis, un petit peu d'un optimisme qu'il faudrait assortir d'action pour être vraiment optimiste, qui est de croire qu'avec des mesures économiques, incitatives, ça suffit. En fait, il faut aussi des technologies nouvelles, il faut les développer dès maintenant, si on veut être capable, en fin de siècle, d'aboutir à cette neutralité carbone. Il faut trouver des systèmes qui vont piéger le carbone, qui vont le reprendre dans l'atmosphère. Alors, dans le rapport du GIEC, on appelle ça CDR, Carbon Dioxide Removal, et une fois qu'on a donné un sigle, on a l'impression que ça existe. Mais en fait, entre le sigle et la réalité de la technologie, il y a quelques étapes qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc c'est des enjeux immenses. C'est des enjeux immenses. Il y a deux conséquences à cela. C'est d'abord des conséquences qui sont de mobilisation sur justement le développement de ces technologies, le développement des réductions d'émissions. Donc ça, c'est l'objet même de cette conférence de Paris COP21. Vous avez tous entendu parler, j'en suis sûr. Et bon, je suis partie d'ailleurs du comité d'organisation de cette conférence. Et vous avez aussi un autre enjeu qui s'est développé au fil des années, c'est qu'il faudra certainement s'adapter. On ne va pas réussir à stopper cette évolution-là. Alors, s'adapter, pour un climatologue, ça demande des choses qui sont assez variées. Enfin, c'est un changement épistémologique vraiment très fort. Le premier, c'est de se dire, s'adapte à quoi? Donc, il faut savoir beaucoup mieux dire qu'avant ce qui est prévisible et ce qui ne l'est pas. Alors ça, je vais y revenir, parce que c'est vraiment notre métier de climatologue. L'autre point, c'est qu'on ne peut plus prendre le système climatique comme... Enfin, le problème climatique comme un problème isolé du reste. On voit bien qu'il y a d'autres problèmes pour l'humanité. Il y en a qui sont très importants. Le problème du maintien de la biodiversité. Il y en a qui sont... donc en termes patrimonial, c'est probablement ce qui est le plus important. Le problème... les problèmes aussi de géopolitique, de justice sociale, de justice entre pays. Donc on a des problèmes qu'on ne peut pas ignorer. Il y a aussi le fait de maintenir des conditions démocratiques. Il y a des gens qui disent le problème du climat est tellement difficile que peut-être les démocraties ne sont pas les meilleurs systèmes pour le traiter. Bon, je pense que la démocratie fait partie justement de ce qu'on voudrait ne pas voir abîmé par le réchauffement climatique. Donc, il y a un problème de définir les critères auxquels on tient, et ça, c'est quelque chose qui se fait lentement, et qui fait qu'il y a maintenant, enfin, il y a une sorte de difficulté à passer à l'action, qui tient aussi à cette... autant sur le diagnostic, il y a des climato-sceptiques et des gens qui nous disent qu'il y a une inversion, une capacité à affronter le risque qui est différente, mais globalement, il y a quand même un diagnostic partagé. Dès qu'on arrive dans le domaine de l'action, il y a des diagnostics qui sont moins bien partagés, et ça tient à cette capacité à mettre en face, de manière un petit peu différente, le problème du CO2, le problème des gaz à effet de serre, et puis les autres problèmes auxquels on est confronté en tant que société. Je dirais qu'on est face à des choix qui sont les plus compliqués qu'on ait jamais eu à faire, et on est aussi dans un monde qui n'aime pas la complexité, au niveau médiatique, au niveau
toujours ramener à l'idée qu'il faut des discours simples, et c'était la difficulté. Alors, ce que je vais faire, c'est pas... je vais laisser une partie de tout ça pour les questions, mais c'est montrer quelques éléments, justement, sur ce qu'on sait prévoir et ce qu'on sait moins bien prévoir. Et puis, après ça, j'en tirerai quelques conclusions sur l'approche qu'on peut avoir, et je finirai mon discours là-dessus. Vous avez ici un premier diagramme qui vous montre, c'est les premiers scénarios que j'ai montrés, donc ceux où on regarde les futurs possibles sans se donner de contraintes, et vous avez l'évolution sur, pour 3 scénarios, on augmente progressivement les émissions de gaz à effet de serre à 2 échéances, 2020-2029 et 2090-2099. Vous voyez qu'en 2020-2029, on a des cartes qui se ressemblent beaucoup, c'est la moyenne des modèles dont je parlais tout à l'heure, des différents instituts. Donc il y a une vingtaine de modèles ici, une quarantaine au total pour une vingtaine d'instituts. Et ce que vous voyez, c'est un réchauffement plus fort sur les régions polaires, plus fort sur les continents. Et puis en gros, dans les années 2020-2029, très peu de différence. Dans les années 2020-2029, le changement climatique, il est déjà prescrit par les émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. On est déjà dans un système qu'on n'arrêtera pas. Si on va en fin de siècle, on voit que par contre, le niveau de réchauffement dépend très fortement des actions que l'on prend ou pas. Donc, on peut agir, ça aura un impact qui est un peu différé déjà. Et donc, il faut avoir ça en tête. Par contre, la structure générale du réchauffement, on la comprend très bien. C'est un réchauffement donc, plus fort sur les hautes latitudes, plus fort sur les continents. Et voilà pourquoi on sait que l'océan met un peu plus de temps à se réchauffer. On peut aussi discuter des particularités des hautes et des basses latitudes. Mais c'est des choses qu'on comprend assez bien. On a plusieurs moyens de vérifier ça. Vous avez ici, dans cet autre scénario climatique, les plus récents, celui où on se limite à 2 degrés en haut, celui où on laisse les systèmes filés en bas. Donc ça, si on fait rien, si vous voulez, c'est le type de réchauffement que l'on aura. Et ça, c'est ce qui nous sépare de l'âge glaciaire. Donc en fait, c'est des simulations par modèle qu'on peut vérifier, celle-là, parce qu'on sait à peu près ce qu'était le climat de l'âge glaciaire et ce qu'est le climat industriel. C'est ce que nous dit le modèle quand on lui fait calculer le climat actuel, le climat glaciaire, et faire la différence entre les deux. Vous voyez que ce qui nous sépare du climat futur, c'est très largement correspondant à ce qui nous sépare de l'âge glaciaire. Ça, c'est une indication que ce que dit le système de modélisation n'est pas faux. Alors en fait, cette image-là, elle est comprise physiquement. Les premiers modèles dans les années 70, 80, 90 le montraient déjà. Et surtout, depuis quelques années, ça commence à être confirmé par les prévisions. Vous avez ici les 15 dernières années, alors c'est de 97-2012, donc la température de ces années-là, auquel on a soustrait la température de surface moyenne de la Terre sur la période 51-80. Alors, sur cette période 97-2012, il y a eu beaucoup de débats parce que le réchauffement était plus faible dans le Pacifique ici, et le réchauffement donc n'a pas semblé suivre la même courbe ascendante. Néanmoins, si vous regardez ce réchauffement, il est toujours très fort dans les hautes latitudes, très fort sur les continents. Ces problèmes océaniques, dont on sait qu'ils sont dus à des problèmes un petit peu transitoires de ce qui se passe sur le Pacifique. On n'a pas eu non plus d'El Niño pendant cette période-là. Et l'allure générale de ce qui se passe est très cohérente avec l'allure de ce qui a été prévu par les modèles. Ça veut dire que ce qui a été anticipé par le calcul, il y a 20 ans, 30 ans, est en train de se développer. Et quand on dit que le changement climatique a 95% de chances maintenant d'être lié à l'origine humaine, c'est la quantification de ça, quelles sont les chances pour que cette coïncidence entre ce qu'on observe et ce qu'on avait prévu, ça soit l'effet de la variabilité naturelle, de la chance d'un accident climatique naturel, mieux de ce qu'on comprend, c'est de l'ordre de 5%. Très bien, pas qu'on a tout prouvé, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement perturbant. Alors, c'est un des problèmes de nos disciplines, c'est que la preuve absolue, on ne l'a jamais. L'image qu'on essaie de donner, c'est celle d'un puzzle. Vous mettez des petites pièces les unes après les autres. Je pense que c'est pareil pour un diagnostic médical. Et à un moment donné, vous avez une vision des choses qui vous convainquent que vous êtes face à une situation donnée.
Et très difficile face à des critiques qui vous disent mais telle pièce là ça colle pas. C'est l'ensemble et c'est très facile ensuite d'argumenter dans les médias en disant il y a telle chose là, le calcul n'est pas précis. Ce qui nous convainc, c'est l'ensemble de ce qu'on a observé, et j'en passe beaucoup d'éléments qui vont à l'appui de ce que je peux dire. Alors, il faut avoir en tête, voilà, le fait que ça c'est les températures, la croissance des températures récentes par hémisphère, enfin, pour la zone nord extratropicale, la région intertropicale, la région extratropicale sud. Vous voyez que partout ça augmente. Dans l'hémisphère nord, ça augmente plus vite. On a une zone de refroidissement ici, après la Première Guerre mondiale, qui est souvent l'objet de critiques et de... Bon, en fait, on a une explication qui tient assez bien la route, c'est pas la seule, qui est de dire que quand on a commencé à brûler du charbon, première des choses qu'on a faites, ceux qui ont connu les villes à l'époque, c'était de mettre aussi des poussières partout dans l'atmosphère. Et ça refroidit. Mais les poussières ne restent pas longtemps dans l'atmosphère, une semaine. Tandis que les gaz à effet de serre restent des décennies. Donc il y a un moment où les gaz à effet de serre ont pris le dessus et on a eu cette augmentation. Alors cette augmentation, elle est sujette à des fluctuations. Vous avez ici une pause, là, c'était il y a les années 80, mais une deuxième pause ici, ça redémarre. Il y a cette pause-là qui a suscité beaucoup de critiques, et bon, on est peut-être en fait en train de voir maintenant se développer à nouveau un El Niño, l'an dernier petit. On verra si le système naturel du Pacifique renvoie à nouveau des augmentations de température plus rapides, mais en soi, c'est naturel que le système, on a une conjugaison de variabilité forcée par l'homme et de variabilité naturelle. Ça ne peut pas être une augmentation qui soit toute simple, mais c'est une augmentation qui est réelle depuis les 30 ou 40 dernières années où on a vraiment émis des gaz à effet de serre. Alors, il y a d'autres choses qui sont frappantes. Vous avez le relèvement du niveau de la mer. On était à 1 mm par an en début de siècle, et ça correspondait à la sortie du petit âge de glace, qui est un neige froid au 19e siècle lié à des problèmes de soleil et de volcans. Là, on va plus vite, et la seule explication, enfin, il y a beaucoup d'analyses qui montrent que c'est lié à la fonte du Groenland, c'est lié à la dilatation des océans, c'est lié à la fonte des glaciers de montagne. On est à 3,5 mm par an, ce qui fait 35 cm par siècle, et on pense que ce sera un peu plus, d'un demi-mètre à 1 mètre en fin de siècle, ce qui pour toutes les zones basses, sont les grands deltas des grandes rivières, toutes les zones basses côtières, ça aura des conséquences importantes. On a aussi la fonte des grandes glaces, de la banquise arctique, quelque chose qui se manifeste de manière claire maintenant. Regardez, ça fluctue. On est passé de 8 millions de kilomètres carrés en septembre, à la fin de l'été, à de l'ordre de 4 ou 5 millions de kilomètres carrés en quelques années. Et l'épaisseur de la glace elle-même est passée de 3 mètres en moyenne à 2 mètres, puisqu'elle est plus pérenne, donc elle a tendance à devoir se reformer à chaque fois, donc l'hiver elle est moins épaisse. Voilà, alors tout ça c'est des conséquences directes que l'on voit. Il y a une conséquence très directe aussi du changement climatique, c'est tout ce qui touche à la végétation, parce que la végétation est sensible à l'eau, mais elle est sensible aussi à la chaleur. Et quand on essaie de regarder, c'est des modèles écologiques qu'on a fait dans notre laboratoire il y a quelques années, qui sont un peu anciens, qui étaient les premiers à l'époque, donc qui ont été repris dans beaucoup d'autres études. Et vous savez ici le type de production primaire, nette, de matière végétale, par la manière dont elle est modifiée par le réchauffement. Et avec dans toute la zone intertropicale, elle est affectée négativement. Pourquoi? Parce qu'il fait déjà très chaud, la végétation doit transpirer beaucoup pour se maintenir dans des conditions encore plus chaudes, et c'est difficile, et donc elle croît moins vite, et éventuellement elle peut mourir. Aux hautes latitudes, il y a des saisons de pousses qui augmentent, qui sont plus longues, et on peut avoir au contraire une végétation, en plus elle va bénéficier du CO2 qui joue un rôle de fertilisant. Je ne crois pas que l'effet soit compris ici, là il y a juste l'extension des saisons de pousse, mais ça va aussi favoriser une repousse dans les régions de haute latitude. Donc quelque chose qui a un facteur géopolitique important. Tout ça, ce sont des conséquences qu'on peut dire assez directes du réchauffement climatique et assez prévisibles. Ça va se réchauffer, on sait à peu près où, et on sait un certain nombre de conséquences. Alors, quand on parle d'adaptation, il faut savoir ce qui va se passer, il faut savoir aussi si c'est possible.
Alors vous avez ici un diagramme qui vous montre les vitesses d'évolution de différentes espèces en kilomètres par décennie, et puis selon les scénarios du GIEC, et je ne vais pas rentrer dans le détail, ce que peuvent être les migrations vers le nord de certaines isothermes clés. On voit que si le réchauffement est un peu trop rapide, les espèces sont sous la vitesse de déplacement des isothermes, l'adaptation n'est plus possible. Les espèces animales ne peuvent pas facilement mettre une veste, et donc elles ont besoin de se déplacer avec les isothermes. Et donc là, il y a une difficulté qui est la limite de ce que peut être l'adaptation, mais elle reviendra un petit peu à la fin. Alors, il y a beaucoup d'autres conséquences qu'on commence à aborder. J'ai parlé de tout ce qui est écosystème marin. Nos modèles commencent à dire ce que peut être la production primaire nette dans l'océan en fonction du contenu en oxygène qui varie, de la température, du pH. Je passe un petit peu vite là-dessus. Voilà. Alors, il y a aussi un domaine d'incertitude. Et je ne voudrais pas laisser dire qu'on sait tout. Et le changement climatique futur, il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas. Il y a deux choses essentiellement qu'on ne connaît pas. La première, c'est l'amplitude qu'il aura. Et l'amplitude, c'est lié au nuage. Et il y a beaucoup de travail qui sont faits dans les laboratoires pour essayer de réduire cette part d'incertitude. Là, vous avez un système de satellites qu'on appelle la constellation A, qui est entièrement dédié à observer tous les paramètres nuageux pour essayer de comprendre au mieux comment le climat peut être contraint en termes de nuages et de participation des nuages au réchauffement. Donc il y a un travail qui fait qu'on peut penser qu'un jour ou l'autre, on saura dire l'amplitude globale du climat, comment elle change, avec plus de précision qu'aujourd'hui. Il y a une autre difficulté, c'est l'eau. L'eau dans le système climatique, c'est quelque chose qui est soumis au mouvement de l'atmosphère. Et s'il y a une chose qu'on a beaucoup de mal à prévoir, ce sont les mouvements de l'atmosphère de manière détaillée. On sait que si le climat change, les grands déterminants des circulations atmosphériques vont changer. Et on a une idée, vous avez ici pour un climat qui est limité à 2 degrés, pour un climat qui évolue un peu plus, l'allure des changements de précipitation. Là on le voit mieux sur un climat qui est à 4 ou 5 degrés de réchauffement, il pleut plus à l'équateur, là où il pleut déjà, c'est les couleurs qui montrent ça, il pleut moins dans les régions semi-arides, la région subtropicale, qui sont déjà semi-arides, et il pleut plus à nos latitudes, aux latitudes polaires. Et vous avez ici donc cette image globale qu'on comprend à peu près et qui nous laisse penser que le cycle de l'eau aura un impact important. Mais vous avez aussi des petits points en étirés, et ces petits points en étirés, ils indiquent la capacité des modèles à donner une information convergente sur différentes régions. Et quand on a des petits points, ça veut dire que les modèles sont d'accord. Par exemple, la sécheresse autour du bassin méditerranéen, pas une sécheresse de tous les ans, mais c'est des sécheresses récurrentes, disons, c'est quelque chose sur lesquels les modèles sont d'accord. Mais ce qui peut se passer dans la région de l'Ouest africain, c'est des choses sur lesquelles les modèles ne sont pas d'accord. Et pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce que c'est des choses qui sont fluctuantes d'une année sur l'autre. La planète peut prendre plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins d'évolution possibles dans le futur, et on n'est pas très sûr lequel elle prendra. Alors, ça, je pense que c'est très important d'intégrer l'idée que, par rapport à l'adaptation future, on doit être capable de prévoir différents types de scénarios. On a dans nos modèles des informations maintenant qui permettent peut-être d'anticiper, non pas un futur possible, mais plusieurs types de risques. Et c'est plusieurs types de risques qu'il faudra se confronter dans le futur. Alors, de manière générale, je vais passer un petit peu parce que je voudrais quand même laisser du temps pour les questions. Donc, je vais passer un certain nombre de transparents parce que je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps. Et c'est un petit peu différent de parler devant un écran. Donc, ce que je voudrais faire, c'est venir juste à un travail local que j'ai fait, et puis je vais passer un certain nombre de transparents. Ce que je voulais montrer dans les transparents que j'ai passés, c'est que ce problème d'adaptation, il est très important dans beaucoup de régions du monde. J'ai des exemples sur le problème de nourriture, sur la Chine,
il est moins important dans une région que j'ai étudiée un petit peu plus en détail, mais je voulais en montrer quelques exemples pour montrer justement ce que ça veut dire s'adapter localement, parce que là, je trouve que je fais un travail, c'est ma région d'origine, on a regardé ça un petit peu en détail. Je pense qu'on est passé d'une idée où on pouvait effectivement, il y avait pour les physiciens de mon espèce à une époque, l'idée qu'on allait tout prévoir. On allait tout prévoir et on allait dire aux gens ce qu'ils devaient faire. On sait que maintenant les choses sont complètement renversées. On doit partir de ce qui est vulnérable dans les sociétés et voir en quoi ces vulnérabilités rencontrent le facteur climatique. Et je peux vous donner deux exemples. Un surtout que je vais détailler. Sur cette région aquitaine, on a regardé un petit peu tous les systèmes, on a trouvé beaucoup d'informations qui peuvent être vulnérables au changement climatique. Alors, il y a beaucoup d'informations dans les laboratoires sur ce qu'on peut faire dans ces domaines-là. Alors, il y a dans les facteurs majeurs, il y a le fait que c'est des régions qui peuvent se réchauffer très fortement l'été dans le futur. Mais il y a aussi, et je vais probablement me limiter à ce facteur-là, des facteurs qui sont des facteurs, par exemple, côtiers. Il y a la montagne, il y a la vigne, il y a la pin, il y a beaucoup d'endroits qui sont un peu sensibles. Mais je vais montrer les facteurs côtiers parce que ça montre deux types de précautions que l'on peut prendre, que l'on doit prendre et auxquelles on doit réfléchir. Et je pense que le problème de l'adaptation, c'est comment on réfléchit à ce type de facteurs. Alors, vous avez ici deux types de zones qui peuvent être submergées. Vous avez des zones très basses sur l'eau. Ça, c'est la Gironde, très grand estuaire. C'est souvent des vignobles, le château Margaux, pour ceux qui ont ici. Donc, c'est des zones en rouge qui sont submersibles par les niveaux de relèvement du niveau de la mer dont j'ai parlé tout à l'heure. La submersion, ça pose une question qui est une question brutale. On protège ces zones-là, où on demande aux gens, plusieurs décennies à l'avance éventuellement, puisqu'il y aura un peu de temps, parce que le gaz à effet de serre reste longtemps dans l'atmosphère, mais un peu de temps à produire des effets, à réchauffer. Donc, on demande aux gens, un petit peu à l'avance, de se reconvertir. Dire, voilà, dans 20 ans, 30 ans, l'eau sera peut-être là, où vos terrains seront salés, alors pas le long de Gironde, mais le long du bassin d'Arcachon, par exemple, et il faudra peut-être faire autre chose. Ça, c'est une forme très, très difficile d'adaptation, c'est une adaptation en situation donc, qui peut être très négative, hein, c'est-à-dire une adaptation à quelque chose qui implique des mutations sociales importantes. L'autre type d'adaptation qui peut être plus facile, c'est quand on a un système naturel protecteur. Donc, la côte sableuse ici, c'est une côte qui est bordée par des dunes, et ces dunes font une quinzaine de mètres de haut. On sait que 15 mètres de haut à peu près, c'est une protection suffisante par rapport au mécanisme d'érosion. Ce qui se passe, c'est qu'on les a négligés pendant longtemps. Alors, ça fait maintenant une bonne décennie ou deux qu'on est revenu là-dessus. Elles sont mieux protégées. Mais il y a des endroits, par exemple, il y a une ville ici, la Cagno, qui est au bord de l'eau. Il y a une autre là, sous lac aussi, qui est au bord de l'eau. On a construit tout près de l'eau. Se protéger, s'adapter au changement climatique, c'est dire, voilà, on est dans un domaine qui est incertain, on ne sait pas trop. Là, on est à un relèvement du niveau de la mer qu'on peut prévoir, qui va affecter les zones de submersion. Là, on est face à des tempêtes, on est face à des mécanismes d'érosion, de changement de courant, qu'on a beaucoup plus de mal à prévoir. Ça va changer, mais on ne sait pas bien prévoir comment. Donc, la précaution, c'est d'être le moins dépendant possible de ces facteurs qu'on ne connaît pas. Et le moins dépendant possible de ces facteurs qu'on ne connaît pas, c'est se replier derrière la dune et maintenir la dune en bon état. Donc, il y a beaucoup de facteurs d'adaptation qui sont de ce type-là. Ils sont de ce type-là, qui peuvent prendre des travaux d'infrastructure plus ou moins développés, mais qui, à mon avis, constituent une des raisons importantes pour se préoccuper du climat dès maintenant. C'est-à-dire qu'on a un peu de temps de démocratie à l'échelle des territoires. Voilà, alors je vais conclure là-dessus parce que très souvent, par rapport à ces problèmes climatiques, il y a une inquiétude de beaucoup des gens, c'est qu'est-ce que je peux faire? Les négociations, elles sont lieu, là ça sera au Bourget, il y a celle des négociations de Paris. C'est un espace clos, il y aura les chefs d'État, qu'est-ce que moi, citoyen, je peux faire? Je pense qu'on est dans une phase aujourd'hui où les changements sont là, ils affectent des territoires précis, ceux où on vit, et on n'a plus de séparation très claire entre l'échelle globale et l'échelle de l'action. En fait, dans chaque territoire, dans chaque terroir,
on a besoin de réfléchir à comment on s'adapte. Et cette adaptation est jamais indépendante de la manière dont on essaie aussi de faire que le territoire émette moins de gaz à effet de serre et participe à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce que je veux dire, c'est que je crois, moi, pas très fortement à l'action personnelle, enfin moi je ne dis pas cette discipline-là, qu'on fait tout seul dans son coin pour essayer. Mais je crois qu'il y a des lieux, les villes, les territoires régionaux dans lesquels on peut vraiment agir sur ces problèmes de réchauffement climatique et qu'on est vraiment à un moment où ça en va. Voilà, je m'arrêter là.